La Grande-Bretagne est une île. De toutes parts, ses frontières sont délimitées et battues par les flots. Il n'est personne dans ce petit mais indomptable pays qui vive à plus de 125 km de la mer. Ce fait tout simple est la clé du caractère national, car tout Britannique sent couler dans ses veines un peu d'eau salée, ou du moins, il lui plaît de croire. Mais pour la Grande-Bretagne, la mer est plus qu'un lieu de récréation. Elle est le soutien même des pêcheurs et chalutiers qui vont y puiser leurs prises. Elle est la route qui mène la flotte marchande autour du monde, la plus grande flotte de cargo qui ait jamais sillonné les mers. Mais plus encore, ces eaux grises ont-elles été de tout temps un rempart et un bouclier pour un peuple qui vécut et grandit et prospéra, retranché derrière elle. Au mois de mai 1954, on vit s'approcher des côtes puis de Londres le yacht royal Britannia qui ramenait à son peuple la reine Élisabeth II et le duc d'Édimbourg, après une absence de plus de 6 mois dans ces royaumes et territoires d'outre-mer, périple autour du monde. Car la mer n'a pas emprisonné la Grande-Bretagne, au contraire, elle l'a obligée à s'étendre, à couvrir le monde de sa politique et de son commerce, à se jeter dans une immense et complexe aventure sociale. À partir d'un empire de 600 millions de sujets, les Britanniques ont fondé des nations nouvelles, libres et souveraines. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils guident ces peuples sur le chemin de la dignité et de l'indépendance. L'époque de la colonisation est révolue. Par la foi en la liberté de l'individu et en son droit à un gouvernement démocratique, ce qui était l'Empire est devenu une communauté où existe en même temps la liberté de parole et le lien du sang, et qui couvre un quart de la surface du globe. La reine en est le chef. Dans cet État membre, le gouvernement agit en son nom. La reine d'Angleterre est aussi bien la reine d'Australie. Elle ouvre le Parlement de Canberra de la même manière et du même droit que celui de Westminster. Et cependant, aujourd'hui comme hier, la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe. Pays membre de l'Alliance Atlantique, elle occupe une position stratégique à l'épaule du continent. La Manche, ce fossé de place forte, se resserre en un goulot de quelques 30 km de large. Ce n'est qu'un faible obstacle pour les milliers de visiteurs qui le franchissent chaque jour, qu'une insignifiante barrière entre l'Angleterre et le reste du continent. En défendant l'Ouest, la Grande-Bretagne se défend elle-même. Certes, elle est une île, mais une île européenne. L'histoire en est témoin. Fontenoy, le débarquement du Helder, Waterloo, Balaclava, Mons, Ypres, les plages de Normandie. Émergeant du passé dans le présent, ces noms sonnent dans l'histoire anglaise. Comment, riche d'un tel passé, la Grande-Bretagne pourrait-elle se dérober au présent? 6, 900, 3 rounds, gunfire.
Aujourd'hui, en Allemagne, 4 divisions britanniques sur pied de guerre constituent avec les troupes canadiennes, hollandaises et belges le groupe d'armées du Nord de l'OTAN. Pour les soutenir, la deuxième force aérienne tactique alliée. Ces soldats britanniques sont en majorité des conscrits, appelés à l'âge de 18 ans pour un service de 2 ans et entraînés aux côtés de leurs camarades de l'armée régulière. Carry on, Sergeant Major. Guard, stand up, please. To the guardroom, dismiss. La défense exige patience, dévouement et surtout un budget considérable. La Grande-Bretagne y consacre un tiers de ses dépenses nationales. Telles sont les exigences de l'heure. Et pour cette nation insulaire, la défense incombe non seulement à son armée et à son aviation, basée sur son territoire et outre-mer, mais avant tout à la marine, qui protège ses voies de communication à travers le monde. Mais une force armée est aujourd'hui plus que ses hommes, c'est son matériel. Une production industrielle continue et allant de pair avec les dernières inventions scientifiques permet de constituer un arsenal formidable. Mais la tâche primordiale de la Grande-Bretagne n'est pas tant de fabriquer des armes. C'est une tâche bien plus simple et bien plus ardue. Il lui faut gagner sa vie. Son problème économique s'énonce clairement. La Grande-Bretagne est dans l'obligation d'importer la moitié de son ravitaillement et la quasi-totalité des matières premières qui lui sont nécessaires. Et pour payer ce qu'elle achète, la Grande-Bretagne doit vendre ce qu'elle fabrique. La richesse de la Grande-Bretagne vient de ses ateliers de construction, de ses dizaines de milliers d'usines toujours plus affamées de forces motrices. Énergie industrielle par le charbon. La Grande-Bretagne, c'est le charbon. De tous les pays d'Europe occidentale, c'est elle qui en extrait le plus. C'était jadis un travail ingrat et pénible, ce l'est encore parfois. Récemment, les mines ont été mécanisées et modernisées. De nouvelles méthodes d'extraction sont appliquées. Mais la production reste insuffisante. Il faut chercher ailleurs. Le pays est toujours en quête de nouvelles sources d'énergie. Du pétrole, la Grande-Bretagne n'en produit pratiquement pas. Mais elle a construit depuis la guerre d'importantes raffineries modernes qui, traitant le pétrole brut importé, produisent 26 millions de tonnes d'essence par an, c'est-à-dire près de 9 fois plus qu'avant-guerre. Mais ici encore, les besoins dépassent la production. L'avenir repose sur des éléments plus modernes encore, sur les laboratoires et usines atomiques et sur des centrales dont le débit d'énergie nucléaire justifie pleinement l'existence du point de vue industriel. Même des matières telles que l'uranium et le plutonium trouvent un usage pacifique et bénéfique. Mais l'ossature de l'industrie reste le fer et sa musculature, l'acier. La Grande-Bretagne est le 3e producteur d'acier du monde. Une des plus importantes réalisations britanniques depuis la guerre est cette aciérie de Margam dans le sud du pays de Galles et dont le chiffre de production atteint 1 million de tonnes par an.
faut se souvenir que la Grande-Bretagne doit vendre pour vivre. La majeure partie de ce qu'elle exporte sort de ses ateliers de construction. Elle est la plus grande exportatrice de véhicules automobiles du monde. Dans le domaine de la construction navale, elle est en tête de file. C'est en Grande-Bretagne qu'est née la locomotive à vapeur. C'est ici qu'a été développé le moteur à réaction qui, sous sa forme de turbopropulseur, actionne les fameux avions de ligne Viscount. Fabriquer et vendre, manufacturer et exporter, tel est le rythme et le but de l'activité nationale. Articles les plus variés, sortis des mains des artisans les plus qualifiés. Une production destinée à tous les marchés d'outre-mer. Cette mer dont l'influence pénètre et marque la nation. La mer qui donne au pays ce climat paisible et variable, capricieux, imprévisible. Et cette brise marine messagère de la pluie qui fait la verdure des pâturages et des gazons et colore les vergers. Mais si la mer a engendré la nation, les fermiers, eux, ont façonné la terre de génération en génération en donnant aux campagnes un aspect aimable et utile. Eux aussi emploient aujourd'hui le cheval vapeur. En effet, l'industrie agricole britannique est une des plus mécanisées du monde. Ces champs fournissent la moitié de la nourriture nécessaire au pays. Ils nourrissent en outre ces animaux puissants, ces champions, ces pur sang au long pédigré qui, envoyés à l'étranger, vont y fonder de nouvelles dynasties de champions. Mais de quoi est faite une nation? De son peuple. Pour anciennes et profondes que soient ses racines, ce peuple vit avant tout dans le présent, avec enthousiasme, avec goût et avec gaieté. Et que sont ces gens? Que font-ils? Certains sont travailleurs manuels. Comme tout le monde, ils se débattent dans les paperasses. Il y a les vendeuses, les artisans, les téléphonistes, les mécaniciens à la tête de puissantes machines, les savants penchés sur les secrets les plus mystérieux. Il y a encore les responsables de l'administration du pays, de son gouvernement à tous les échelons. Depuis le conseil municipal jusqu'à l'Assemblée nationale, tous visant également à diriger les efforts de la nation et à améliorer son niveau de vie. Des villes entièrement nouvelles ont été bâties pour remplacer la hudeur des quartiers surpeuplés. 1000 nouvelles maisons par jour, tel est le programme, tel est aussi le résultat atteint. Mais il ne s'agit pas que de construire des maisons d'habitation. Une communauté bien organisée ne saurait se passer de services sociaux, comme le service national de santé, qui donne droit à tout Britannique à des soins médicaux gratuits. Il faut également un système d'éducation. Il représente ici un autre aspect d'une paisible révolution, qui établit le principe de l'égalité du droit d'apprendre dans les vieilles écoles au passé traditionnel, comme dans les établissements scolaires les plus modernes.
Voici l'une des 2400 écoles construites depuis la guerre. Un système de bourse et d'aide à l'étudiant permet à tout jeune qui s'en montre capable de poursuivre ses études dans l'une de ces 20 universités où le charme d'hier continue à tempérer l'esprit pratique d'aujourd'hui. Le passé demeure là où il soutient ou enrichit, et il vient ajouter son charme gai ou solennel aux manières de vivre de notre époque. La Grande-Bretagne chérit ses parures, ses masses d'armes, ses robes et ses perruques. Elles sont le symbole d'un profond respect pour les valeurs du passé, pour les privilèges des anciennes confréries, pour les libertés remportées par des hommes épris de liberté et pour l'autorité suprême de la loi. De ce sentiment sont nés le sens national de la discipline, un climat de calme civique et cette dignité des représentants de la loi et de l'ordre public. Un monde digne et paisible, voilà ce que souhaite tout Britannique, voilà vers quoi tendent ses efforts. Un monde vivant dans la paix et où les arts pacifiques puissent s'épanouir à la satisfaction de tous. That was the very day young Hamlet was born. He that's mad and sent into England. Hi, Mary, why was he sent into England? Why, because he was mad. He shall recover his wits there, or if he do not, 'tis no great matter there. La mer n'étant plus pour la Grande-Bretagne le puissant bouclier qui la protégeait autrefois, elle cherche aujourd'hui sa sécurité en la compagnie de ses voisins dans l'Alliance Atlantique. Et le peuple britannique tout entier s'est engagé à servir loyalement au sein de cette communauté de 15 nations.